Donc je me présente, Maxime Herbelot, DevOps à la société NX. Donc la société NX, c'est deux choses. C'est une partie éditeur. Donc on est éditeur de la solution open source Squash et SquashTM dans le domaine du test logiciel. Et c'est aussi une partie service. Et moi j'interviens dans la partie service donc, de notre entreprise. Et dans ce cadre-là, depuis quelques mois, je suis en charge du montage d'une plateforme d'intégration continue, livraison, voire déploiement continu, on va en discuter. Donc, dans ma présentation, ça va être une présentation assez classique, sur un retour d'expérience. Donc, je vais vous présenter un peu le contexte NJ Digital, dans lequel je travaille depuis quelques mois. Je vais vous présenter la démarche de mise en place d'une plateforme de qualification continue, les paradigmes qu'on a fixés, donc en quelque sorte aussi les objectifs à respecter pour le montage de cette plateforme, la définition du workflow projet. Donc, il faut bien comprendre, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà monté une plateforme de déploiement continu ? Oui, d'accord. Donc, dans tous ces types de projets, évidemment, il y a deux parties. Il y a la partie méthodologie, projet, workflow. Donc, c'est la partie que je vais vous présenter dans mon chapitre 3. Et puis, évidemment, il y a la partie outillage, technologie utilisée, que je vais vous présenter dans la partie chapitre 4. Ensuite, je ferai un rapide bilan d'étape après donc 8 mois de construction de cette plateforme chez NJ Digital. Donc, rapidement, le contexte NJ, je pense que vous connaissez tous le groupe. C'est un grand groupe français, plus de 150 000 employés, présent dans 70 pays, et avec un chiffre d'affaires de plus de 66 milliards d'euros en 2016. Donc, présent dans de nombreux domaines, mais évidemment, le cœur de métier reste le domaine de l'énergie, donc la production d'énergie, ainsi que les services associés. C'est une organisation complexe, 24 business units et plus de 150 business entities ou filiales. Donc, dans ce cadre-là, comme d'autres grands groupes industriels français, NJ a, depuis quelques années, décidé d'accélérer sa numéricisation. Donc, c'est passé comment? Donc, 2015, changement de nom de Suez devient NJ. 2016, changement du PDG d'NJ. Été 2016, le nouveau PDG donc définit un certain nombre de valeurs représentant le futur d'Engie. Donc à savoir s'orienter vers des énergies décarbonées au maximum d'ici quelques années. Une perception que la production d'énergie va à terme être beaucoup plus décentralisée qu'actuellement. Donc d'ici plusieurs dizaines d'années, évidemment, se retirer progressivement de la partie nucléaire et une vision du fait que beaucoup de petits producteurs vont se mettre à produire de l'énergie et qu'un des rôles d'Engie va être justement d'essayer d'agréger l'ensemble de ces énergies produites à petite échelle, ce qui nécessite évidemment une infrastructure assez imposante en termes numériques. Voilà. Dans ce cadre-là, du coup, il y a un an exactement, donc en octobre 2016, NJ a décidé de construire une entité dédiée à sa digitalisation. Donc, les objectifs ont été définis, sont les suivants. Donc, aider l'ensemble des BU, donc des entités métiers, à imaginer, définir et créer des applications numériques, donc en se basant sur un socle technique partagé, qui est donc AWS, C3, Kony et Thales. Donc il faut savoir, l'idée c'est d'avoir une plateforme technologique commune pour l'ensemble des projets informatiques NJ, donc à l'échelle du groupe. Donc un socle technique posé et aussi une solution full cloud. Ça c'est un des objectifs qui a été défini. Donc, vous ne voyez pas très bien, je pense. Pour vous résumer, donc ce slide, c'était simplement la présentation du coup, de notre intervention dans le cadre d'NJ Digital. Donc, comme je vous ai dit, NJ Digital, c'est un certain nombre de technologies et de partenaires. Donc, des partenaires pour le développement d'applications mobiles, pour le développement Big Data, pour le développement de services IoT, pour le développement... pour le développement d'API, de portail d'API. Et nous, on intervient du coup sur la partie qui est la suivante, la partie CI/CD.
Donc les paradigmes qu'on a proposés au moment de la construction de la plateforme et donc la validation auprès de notre client NJ Digital sont les suivants. Donc évidemment, on est parti sur les principes de base construction CI/CD. Tous les composants de la plateforme et d'une application doivent être versionnés. Versionner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut versionner le code, les binaires applicatifs, le code de déploiement permettant le déploiement de l'application, les scripts de gestion de base de données, le versionnement également des images des conteneurs qu'on utilise pour le build et le déploiement des applications sur les environnements, et également le versionnement des environnements de déploiement. Ensuite, l'objectif suivant, évidemment, c'est de mettre à disposition des entités business d'Engie une plateforme la plus simple possible. Donc, étant donné la complexité organisationnelle d'Engie, on a été amené à mettre en place un certain nombre de conventions, ce qui évite évidemment d'avoir à configurer énormément de données au moment de la création des projets. Un des principes importants, évidemment aussi, on veut automatiser l'ensemble du process, donc immutabilité des environnements sur lesquels on déploie et immutabilité des environnements de build. On veut éviter au maximum toute opération manuelle, voire si possible les retirer complètement. Évidemment, aussi un point classique, on va déployer sur des environnements différents. L'ensemble de ces environnements doit être isomorphe. La seule variation entre différents environnements, évidemment, c'est en termes de sizing. Enfin, on essaye de mettre en place un pattern commun pour l'ensemble des déploiements applicatifs, construction des applications NG. Il faut savoir qu'actuellement, en fait, chaque BU construit et gère ses propres projets, et du coup, il y a un niveau de maturité d'une BU à l'autre qui est extrêmement variable. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est un framework commun avec des règles communes, donc avec les principes de base. Évidemment, un même gestionnaire de sources partagé, un gestionnaire de binaires partagé, ce qui va permettre, je reparlerai plus tard, de réutiliser pour d'autres projets l'ensemble des binaires qui auront été générés par les projets précédents. Et également, enfin, un déploiement, comme je vous disais, toujours sur du cloud. Enfin, dernier point, c'est ce que je disais, tout doit être versionné. Donc évidemment, ça implique aussi infrastructure as code. Toute notre stack est construite avec de l'infrastructure as code. Donc on a la description complète de nos stacks dans notre gestionnaire de sources. Et donc, on a aussi du versionning de notre stack. Ce qui nous permet, en tout cas à terme, parce qu'on a encore quelques points à régler sur ça, ça doit nous permettre, donc, avec cette infrastructure as code, d'initialiser complètement la stack, de gérer automatiquement la reprise sur incident, et enfin, de mettre à jour la stack. Donc la montée de version est un peu plus complexe, parce qu'évidemment, il y a des systèmes, on a différents environnements également. On a une stack avec nous-mêmes différents environnements et qui est déployée sur différents continents. Donc évidemment, des mécanismes de montée de version un peu complexes à mettre en œuvre. Alors, donc comme je vous disais, dans le cadre d'un montage d'une plateforme, il y a toujours deux choses. Il y a la partie gestion des projets. Comment est-ce que les projets vont gérer leur intégration à la stack, et puis également du coup la partie technique, comment est gérée et construite cette stack. Donc au niveau méthodologie projet, travaillant sur un grand groupe, on est parti sur la méthodologie SAFe. Donc je ne sais pas si certains connaissent. Donc c'est grosso modo une méthodologie agile qui est proposée pour des grands groupes. Donc concrètement, nous, ça se caractérise en quoi? C'est chaque projet a un workflow du début de sa création, de son imagination, jusqu'à sa mort. Donc là, le tableau que vous ne voyez pas bien, mais résume en fait les différents statuts d'une application. Donc toutes les applications à terme NJ Digital, et donc on espère NJ, passeront par ces différentes phases. Phase d'imagination du projet, qualification des besoins du projet, conception, réalisation du projet, déploiement, mise en livraison donc, du projet sur les environnements de production, évidemment suivi du projet en production et évidemment mort du projet.
Une fois ce cadre générique posé, à l'intérieur de chaque projet, évidemment, comme vous disiez, un des points essentiels de nos choix, c'était de faire de l'agilité. Donc tous les projets sont en mode agile sur mécanisme Scrum, des durées de sprint de 15 jours, avec des mécanismes classiques. Alors, je ne sais pas si tout le monde maintenant est passé en méthodologie Scrum, mais donc grosso modo, tous les 15 jours, estimation des user stories à traiter, un poker planning pour évaluer la complexité des stories, et ensuite chacune des stories passe dans les différentes phases du sprint, à réaliser, en progrès, à tester et à fermer. D'accord. Donc d'une partie au niveau workflow, donc un workflow commun à l'ensemble des projets NJ. Et maintenant, seconde brique, la partie outillage commun à l'ensemble des projets NJ. Donc une plateforme d'intégration, de développement continu, c'est un certain nombre de besoins. Donc vous voyez, je les ai listés, je ne vais pas tous les présenter. C'est évidemment la réflexion sur l'ensemble des outils dont on a besoin. Nous, on a passé quelques temps à y réfléchir. Et voici notre proposition. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voici l'ensemble des outils qu'on a mis en œuvre. Alors, tout n'est pas représenté. Il y en a d'autres, évidemment. Il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine d'outils, si on rentre un petit peu dans les détails des technologies utilisées au niveau d'une plateforme de développement continu. Vous voyez un petit peu où... En fait, si vous voyez un petit peu les logos, en tout cas, vous verrez qu'il y a un peu de tout. Il y a des logiciels propriétaires, il y a des logiciels open source, et je pense que c'est, j'ai envie de dire, représentatif d'une plateforme de déploiement continu au niveau d'un grand groupe. C'est qu'évidemment, nous, la question, on la voit en termes d'efficacité des outils. Quand les outils open source sont les plus efficaces, on les utilise. Quand des logiciels propriétaires permettent d'aller un peu plus vite en termes de réalisation, parce qu'évidemment, on est contraint en termes de temps de réalisation, on les choisit. Le pipeline complet, donc il est assez classique. Je pense que c'est un pipeline que vous avez dû voir dans pas mal de stacks de déploiement continu. On a une partie donc gestion de projet, Jira Confluence chez nous. On a une partie gestion de source avec GitHub. On a une partie outils d'intégration de déploiement continu avec du Jenkins. Une partie analyse calorimétrique avec du Sonar. On utilise en gestionnaire de binaire Artifactory. Et ensuite, après, on a tous les outils d'automatisation de test. Donc, on a du test sur mobile, du test d'API et du test d'IHM. L'ensemble de nos binaires, donc une fois construits, sont déployés sur nos différents environnements. Donc, selon les projets, on a 3 ou 4 environnements donc, en cloud. Donc pour l'instant, on est sur du AWS, mais on va prochainement passer aussi sur du Azure. Et les méthodes de déploiement, je reviendrai dessus, mais c'est du Terraform et du Packer. Donc, une petite vision des technos un peu plus en détail. Allez, on voit vraiment rien. Donc, en termes d'infrastructure, donc comme je vous dis, infrastructure as code, on est parti sur du Terraform. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé du Terraform. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Effectivement, ça permet de décrire complètement notre architecture. Et nous, travaillant sur AWS, effectivement, c'est un provider qui est extrêmement bien géré par Terraform. Donc là, on ne voit pas bien, mais grosso modo, l'idée, c'est de décrire avec du code l'ensemble de nos environnements de déploiement d'une part, pour l'ensemble de nos projets, mais également, évidemment, de décrire l'ensemble de notre stack tooling via cet outil Terraform. Au niveau des outils qu'on utilise pour le build des applications, on est sur du conteneur. Donc, du conteneur Docker. Donc, évidemment, chaque projet construit son image Docker qui publie dans notre gestionnaire de binaire. Et au moment du déploiement de l'application, du build de l'application et de son déploiement, on construit un conteneur Docker à partir de nos images Docker construites. Ces conteneurs sont déployés sur un cluster Mesos. On exécute l'ensemble des opérations nécessaires à la construction du projet et à son déploiement. Et ensuite, après, évidemment, classiquement, on détruit le conteneur. Donc là, je vous avais montré un exemple de Dockerfile. Pour l'instant, on est sur du Dockerfile. Au niveau des déploiements des instances,
on est sur du Packer. Donc, de la même manière qu'on décrit intégralement nos environnements de déploiement avec du Terraform, on décrit le contenu des instances qui sont déployées sur notre cloud avec du Packer. Donc encore une fois, hein, vous voyez, l'idée c'est qu'il y a l'ensemble d'un projet, donc évidemment le code projet, mais également le code de l'infrastructure sur laquelle il est déployé, mais également le code de l'instance sur laquelle il est déployé, et mis sous forme de code. Et tout ça est versionné. Enfin, point important, en termes d'automatisation, donc je dis on est sur du Jenkins, en termes de méthodologie projet, pour arriver à automatiser l'ensemble de la chaîne, on est parti sur du développement avec du Gitflow. L'intérêt, c'est que je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui vont utiliser Jenkins en version 2? Non. D'accord. Donc vous devez être habitué à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, un des grands changements qui est arrivé récemment dans Jenkins, c'est qu'on est passé finalement des versions via IHM, de la configuration des jobs via IHM, à la notion de pipeline qui est définie en termes de code. Donc en fait, maintenant, l'ensemble de nos projets sont déployés via des job pipelines, dont le contenu, le workflow, est défini dans des fichiers Jenkins File qui sont positionnés dans le code source de nos applications. Là, vous ne voyez pas bien, mais l'idée, c'est que pour chaque type de branche de notre projet, on a un workflow différent. L'intérêt, c'est que sur un projet donné, on peut avoir un job unique qui a toute la logique métier, toute la logique de déploiement, d'analyse du projet dans un même fichier qui est dans le code source de notre application. Donc là, je vous ai mis les outils qu'on utilisait. Donc Gitflow au niveau développement logiciel, un hook donc, entre le gestionnaire de source et le Jenkins pour déclencher automatiquement le déploiement des applications, et le plugin GitHub Organisation qui nous permet de scanner en permanence les modifications du code source des applications. Alors, le bilan après 8 mois de construction de cette plateforme. Donc, 268 repos de code ont été créés dans notre gestionnaire de sources, regroupés dans 35 organisations. Donc, on a des langages extrêmement variés, hein, étant donné qu'on prend l'ensemble des projets NJ, évidemment, toutes les technologies sont présentées. 82 projets ont été lancés en l'espace d'un an depuis la création d'NJ Digital. 14 applications sont déjà actuellement en production, et 25 en cours de développement. L'équipe de tooling donc, qui a mis en place cette plateforme dont je fais partie, c'est 5 personnes. Donc c'est 4 DevOps plus un gestionnaire de projet. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est cette infrastructure terraformée avec donc, cet outil qui permet de gérer l'ensemble des étapes de la production logicielle. En termes d'utilisateurs, on est actuellement à 500 utilisateurs. On vient de dépasser les 500 la semaine dernière. Donc, au bout de ces 8 mois de construction de plateforme, quelques points positifs, quelques points négatifs. Évidemment, on a encore des points à améliorer en termes de gestion de l'infrastructure as code. Comme je vous disais, notamment tout ce qui est partie mise à jour de la stack. Ça, c'est un problème classique quand vous construisez des stacks de ce type-là, évidemment. En permanence, il faut mettre à jour l'ensemble des versions, enfin les versions des différents composants de votre stack. On n'est pas sur une stack unifiée. Donc, ce qui nécessite évidemment un niveau d'automatisation assez poussé. Autant on peut faire du redémarrage facile de l'init, elle est totalement automatisée. Le redémarrage de l'application en cas de problème est totalement automatisé. Par contre, effectivement, les montées de version sur certains composants nécessitent évidemment des modifications de code. Et pour l'instant, voilà, on a encore un peu du travail à faire sur ce point-là. Une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est la diversité des technologies développées chez NJ. Évidemment, on a à peu près toutes les technologies qui existent. Donc ça nécessite, nous notamment, en termes de construction de templates de job de déploiement, de réfléchir à l'ensemble du coup des technologies et à adapter finalement à chaque fois nos jobs pour qu'ils conviennent à la technologie en question. Vous avez compris, on fait du déploiement mobile, on fait du déploiement web sur des technos différents, donc évidemment, vous imaginez que derrière les types de jobs sont un peu différents.
complexe, évidemment, il y a toute une partie évangélisation qu'on rencontre un peu partout. Hein. C'est qu'on a monté cette plateforme, mais elle est, alors j'ai envie de dire, pas totalement finie. Donc ça veut dire que derrière, il faut qu'on explique beaucoup de choses, parce qu'il y a pas mal de configurations. Vous avez vu qu'on peut proposer une méthodologie projet également associée. Donc ça veut dire que derrière, il faut que les développeurs, les gestionnaires de projet connaissent cette méthodologie. Donc évidemment, beaucoup de réunions pour expliquer un peu notre vision du déploiement continu. Un grand point qu'on a rencontré en termes de difficulté, mais ce qui est normal hein, évidemment dans tout grand groupe, c'est je dirais le gap entre tout ce qui est agilité DevOps et sécurité. Évidemment, on dit au niveau des projets, soyez agile, soyez rapide, mais évidemment, on est dans un grand groupe, donc on se retrouve avec une équipe sécurité qui, elle, fait évidemment extrêmement attention à ces problématiques. Et c'est vrai que pour l'instant, on a un grand débat entre, à savoir, où est-ce qu'on fixe le bon niveau de sécurité pour être suffisamment évidemment sécurisé au niveau de la plateforme. On est sur du full cloud, donc évidemment, ça fait un peu peur. Et en même temps, voilà, on veut donner un peu de liberté quand même aux développeurs pour qu'ils avancent relativement rapidement sur leur projet. Les points positifs, évidemment, donc la mise en place d'une plateforme commune pour l'ensemble d'Engie. Donc pour l'instant, on est au niveau de cette entité Engie Digital, mais on commence à faire venir donc des business units distinctes. Évidemment, toute la partie à intérêt de cette plateforme, c'est l'automatisation de l'ensemble du process. Donc les points de vigilance, si vous êtes amené à construire le même type de plateforme, ce qui à mon avis arrivera pour un certain nombre d'entre vous, étant donné que voilà, tout le monde tend à mettre en place ce type de plateforme pour des gains évidents en termes de rapidité de gestion de projet, c'est bien mettre en place, bien définir les frontières de responsabilité entre les différents intervenants. Nous, c'est vrai que c'est une grande complexité entre les BU qui sont clientes et évidemment nous, notre entité digitale qui gère la plateforme. Il faut toujours se mettre d'accord sur qui est responsable de quoi. Au niveau de l'outillage, évidemment, je pense qu'il faut forcément écrire à un moment donné des guides de bonne pratique. Il y a une grosse partie de documentation de la plateforme qui nous prend beaucoup de temps. Parce qu'évidemment, on a fait un certain nombre de choix, je vous disais un certain nombre de conventions, tout soit d'être décrit, expliqué, accessible à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Profiter de la mise en place d'une plateforme comme ça, cohérente, structurée, partagée par l'ensemble des logiciels pour mettre en place un certain nombre de normes, éviter d'avoir ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire que des fois, voilà, des projets extrêmement variés en termes de techno, comme je disais, et du coup, nous, une complexité en termes de gestion, d'automatisation du développement de ces logiciels. Et ensuite, évidemment, il y a toute une partie, donc, un point qui va se retrouver pour l'ensemble des gens qui sont sur du cloud, c'est toute la partie mesure de l'usage de la plateforme. J'ai entendu dans une autre conférence, effectivement, que quand on était sur du cloud, il fallait vraiment surveiller ses dépenses. Nous, évidemment, en 8 mois, on a aussi rencontré ce type de problème. C'est-à-dire que selon les manières de développer, de connaître notre infrastructure as code dans le cloud, les coûts en termes de projet n'ont rien à voir. Selon nous, on avait eu un exemple, enfin, je vous donne un exemple. On a une sauvegarde qu'à un moment donné, on a réalisée en faisant une sauvegarde d'un répertoire complet. Sur le cloud sur lequel on est, on payait au put. Donc évidemment, tout de suite, ça pouvait arriver à des dépenses à la fin du mois assez importantes. Un tar GZ a suffi à réduire, à diviser de 1 000 € la dépense. Enfin, en termes de conduite de changement, comme je vous disais, hein, c'est l'élément le plus important. Accompagner l'ensemble des acteurs, l'ensemble des utilisateurs de la plateforme pour atteindre les objectifs. Donc les perspectives, donc, déjà je pense qu'en 8 mois on a pas mal avancé, on a mis en place l'ensemble de cette plateforme. Ce qui nous manque encore, et un des objectifs mis en avant par Engie Digital, c'est la partie inner source. Donc Engie développe beaucoup de projets en parallèle. Comme je vous ai dit, actuellement on a 80 projets en parallèle. Il y a une volonté évidente de faire du reuse. Et un des grands intérêts de mettre en place une plateforme commune de développement, c'est qu'il y a énormément de briques logicielles, donc d'artefacts qui sont générés par des projets qui peuvent être réutilisés par d'autres projets. Donc tous ces binaires, tout ce code source donc, qui se retrouve dans notre plateforme, toute cette source d'information qui est dans notre plateforme, derrière, on va la récupérer, on va construire une application web qui va permettre d'accéder à l'ensemble de ces ressources
pour les autres projets NJ. L'idée étant évidemment de ne pas avoir à réécrire en permanence le même code pour des besoins qui ont déjà été réalisés. Un point important donc, au niveau organisationnel, ça j'en ai déjà parlé, hein, continuer à délimiter clairement les frontières de compétences entre les différents acteurs, diffuser les connaissances et bonnes pratiques, et arriver à passer de l'agilité au DevOps. Donc c'est ce que je disais. Nous, pour l'instant, en tout cas, moi, mon mandat, quand je suis arrivé, c'était de mettre en place une plateforme complète en allant jusqu'au déploiement continu, donc en production. Les projets qu'on a actuellement, on scinde le pipeline en deux. Et c'est déjà une contrainte que j'ai repérée dans d'autres missions. On a un pipeline qui amène évidemment jusqu'au test et au déploiement sur les environnements non prod. Mais au moment où on arrive au passage en prod final, en général, en termes de responsabilité, un acteur différent est en charge de la gestion de l'environnement de production. Et du coup, là, pour l'instant, même si techniquement, on pourrait aller jusqu'en production, en général, on s'arrête jusqu'en ISO-production. Mais le bouton final, le press final, est réalisé par un acteur différent. Donc ça va faire sujet des débats. Alors je ne sais pas si ça sera tranché, je pense que ça va dépendre aussi des projets. Certains projets sont prêts à aller jusqu'en production avec un seul pipeline et un seul outil de déploiement complet. Peut-être que sur d'autres projets, on en restera finalement à la livraison continue avec un déploiement via un autre job sur l'environnement de production. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points? Parce que je pensais prendre trop de temps et du coup, je suis peut-être allé un peu vite sur certains slides. Oui? Ah ben il y a de tout. Il y a de tout. Utilisateur, oui. Ah non, alors nous, là on est sur la gestion projet. Donc c'est développeur, Scrum Master, gestionnaire de projet, enfin, l'ensemble des personnes qui à un moment donné ont à intervenir sur notre stack. C'est notre équipe. Non. Enfin, il y a deux choses. On a au niveau des repos, donc on a un repo ou plusieurs repos selon les projets pour la gestion du code source, donc du code projet applicatif en tant que tel. On a un repo différent pour le Terraform du projet. Mais par contre, effectivement, c'est un repo spécifique projet, si c'est ça que tu entends. Mais on ne le met pas dans le repo contenant le code source de l'application. Ah oui, parce que d'accord, ok, je comprends ta question. Parce que là, du coup, tu étais sur le Terraform projet. D'accord. Non, parce que nous, on terraforme aussi notre infrastructure. Au niveau du Terraform projet, donc il y a deux manières, il y a deux choses. Soit c'est l'équipe projet qui sait faire du Terraform, qui sait gérer. Donc elle construit à partir de patterns qu'on a déjà construits. On met à disposition un certain nombre donc, de code Terraform. Donc soit un développeur de l'équipe projet construit ce Terraform et nous le fait valider par nous. Soit c'est quelqu'un de notre équipe qui le construit en partenariat du coup avec le projet. Donc c'est la casquette build en quelque sorte. Tout à fait. Ben là, tu touches le point sensible, justement. C'est ce que je disais dans les évolutions en termes notamment de communication, de niveau d'information. C'est qu'effectivement, on a des projets qui sont extrêmement variés en termes de maturité. Et donc, pour l'instant, il y a un certain nombre de projets qu'on est obligé d'accompagner sur ces parties-là, sur ces activités-là. On espère à terme que les projets seront suffisamment autonomes pour pouvoir les gérer en interne. Mais évidemment, il y a toute une phase comme je disais, d'évangélisation, il y a toute une que pour l'instant on n'a pas résolu. Effectivement, on va essayer de mettre en place au maximum, pareil sur la partie pipeline, au maximum des librairies, donc voilà, pour mettre à disposition déjà des steps pouvant être réutilisés dans le pipeline. De la même chose au niveau Terraform, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit des modules, donc des modules qui peuvent être réutilisés par les développeurs qui construisent l'infrastructure de déploiement. Donc normalement, voilà.
as des modules déjà construits pour un certain nombre de besoins. Malheureusement, les besoins, on se rend compte sur chaque projet, ils sont variés. Et pour l'instant, on a du mal, effectivement un de nos points un peu compliqués, c'est trouver le bon niveau entre la modularisation du code Terraform et puis finalement des besoins qui évoluent sans cesse et du coup des fois des appels directs aux ressources de notre cloud, donc AWS. Donc effectivement, ça fait partie des points. Est-ce que vous faites du Terraform aussi, ça? Non. Mhm. D'accord. D'accord. Exactement. C'est toujours le grand point. C'est la même chose au niveau du Jenkins file, savoir s'il est porté côté code source ou. Oui. Alors, effectivement, mais on peut aussi mettre des contraintes. Il faut voir, donc comme je disais, on est sur du Git flow. Donc on a l'ensemble de nos branches qui sont distinctes, classiquement, et on peut mettre des contrôles au moment des modifications, enfin des push ou des merges entre branches. Et là, on peut mettre des validateurs qui sont autorisés, qui seuls, eux, sont autorisés à faire des modifications de ces branches-là. Parce que quelque part, s'il y a une modification du workflow Jenkins au niveau de ta branche feature, qui fait relativement peu de choses, c'est pas très grave. Quand tu arrives au niveau supérieur, par contre, là, il faut mettre potentiellement des contraintes. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme tu disais, on n'a pas une réponse générale pour l'ensemble des projets. Finalement, on se rend compte, on prend projet par projet, on analyse le niveau de maturité des acteurs du projet pour voir jusqu'à quel point on leur donne ou non accès aux technologies et on leur laisse plus ou moins de liberté. Ouais. Non, pour l'instant, on n'est pas. Enfin, c'est l'objectif aussi, mais on n'est pas pour l'instant à du zéro downtime. Parce que notamment, il y a toute la partie. Ça va être au niveau de la gestion d'infrastructure, effectivement, qu'il va falloir qu'on modifie. Parce que pour l'instant, donc, on passe, je ne sais pas ce que vous allez prendre comme technologie, mais donc avec du Terraform Packer, il y a un petit peu de temps pour créer l'AMI. Et c'est au moment où on fait du coup le Terraform Apply pour déployer l'AMI sur l'environnement que là, effectivement, il y a un petit temps de latence sur l'application. Oui. 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 Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur quoi? Juste pour. D'accord. Alors oui. Oui. Évidemment, effectivement, chacun des projets doit estimer sa charge. Ça, c'est une obligation. Dire que la charge estimée correspond toujours à la dépense réalisée, là, par contre, il y a un gap selon le projet. Il faut faire très attention. Sachant que pour essayer de limiter ça, quand même, donc on travaille aussi avec AWS, hein, on a mis en place un certain nombre de templates d'environnement et également aussi d'environnement bac à sable. Donc on peut en un simple clic déployer un environnement complet qui est vraiment bac à sable réservé à des développeurs sur lequel ils peuvent faire leurs tests et quand ils dépassent leur quota, donc un montant qui est alloué pour le développement, là ils ne peuvent plus rien faire, ils sont obligés de demander une autorisation, donc un système classique avec des contrôles en termes de dépenses et une demande d'augmentation du niveau si on veut faire des modifications sur ces environnements bac à sable un peu plus poussés. Ouais.
Non. Non, non, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà des choix méthodologiques, des choix d'outils qui ont été faits. Donc nous, on en a modifié quelques-uns, mais par contre, au niveau du déploiement, on est vraiment sur ce triptyque Terraform, pour l'instant, hein, Terraform, Packer, sur AWS. Demain, on sera sur aussi, parce qu'on a une partie bot là, que j'avais sur un de mes schémas, qui, elle, est déployée sur du Azure. Donc là, on sera sur techno un peu différente, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur ce triptyque-là. Alors, je sais pas. Alors, il faut regarder les providers. Nous, on a fait en sorte que notre code puisse potentiellement changer de provider. On a fait, voilà, dans la manière dont on a construit notre code, on a fait attention au fait que potentiellement un jour on serait plus sur du AWS. Parce qu'évidemment, voilà, le problème enfin, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du AWS, mais l'avantage c'est que c'est extrêmement puissant. L'inconvénient, c'est que ça coûte cher. Et donc, potentiellement, c'est garder la possibilité de changer de cloud un jour. Donc, tout notre code est organisé de manière à pouvoir switcher. Par contre, dire que le switch pourra se faire facilement, ça, c'est un autre point. Nous, on sera prêt, mais effectivement, selon les providers, je pense que le niveau d'avancement de Terraform n'est pas du tout le même. Et qu'évidemment, AWS étant un peu le leader sur le marché des clouds, ouais, c'est ça. Bah évidemment, ils ont développé plus leur code dans ce sens-là pour l'instant. Mais rien nous dit qu'un jour, voilà, notamment, voilà, je ne sais pas au niveau des OpenStack si. Euh, oui, alors après, là, j'ai envie de dire, c'est vraiment selon les projets. Parce qu'il y a toujours la contrainte de temps aussi. C'est que l'un des avantages d'un cloud comme AWS, c'est que bah, on peut aller très rapidement à quelque chose parce qu'il y a des services totalement managés qui font la chose bien. Des fois non. Donc dans ces cas-là, si ce qui est proposé ne correspond pas à notre besoin, évidemment, on essaye au maximum de le redévelopper. Mais ça demande toujours évidemment un peu plus de temps qu'un service qui est déjà disponible. Donc il faut trouver l'arbitrage. Et puis il faut évidemment, hein, vous, ça va être la même chose sur OpenStack. À partir du moment où on choisit un cloud, on a beau faire un maximum pour essayer d'être indépendant de ce cloud, il ne faut pas rêver. Il y a quand même une liaison qui est assez forte. Ben, merci beaucoup à tous et puis bonne continuation.